Bienvenue et merci d'avoir répondu si nombreux à notre appel pour l'organisation probablement de la première grande conférence sur la Tunisie qui soit accueillie par les institutions européennes. Je peux apprécier, en vous voyant si nombreux, qu'il y a une vraie volonté d'aller de l'avant avec cette région qui se transforme et particulièrement avec ce pays pionnier qu'est la Tunisie, en voyant une grande diversité des personnes qui sont présentes parmi nous. Diplomates, membres du Parlement et des institutions européennes, représentants du gouvernement, éminents personnalités politiques et de la société civile tunisienne, mais aussi chercheurs, journalistes, des sujets sur lesquels nous avons tous passion à travailler. Dans ce moment crucial, je pense que c'est maintenant qu'il faut soutenir et travailler avec les Tunisiens au moment où ils sont en train de construire une nouvelle constitution. Il ne faut pas être absent. On a tous applaudi au moment où Ben Ali a été sorti. Mais le moment crucial pour moi, il est maintenant de faire ce travail sur quelle constitution. Dès le déclenchement de la Révolution, le Parlement européen a salué le courage du peuple tunisien et fait part de son engagement à aider la Tunisie dans la construction de l'Europe. Je rappelle que le président du Parlement européen et tous les groupes politiques du Parlement ont effectué des visites en Tunisie après la Révolution pour réitérer leur appui à la Tunisie. Que la Tunisie entretient des relations denses et privilégiées avec l'Union européenne. Le premier accord commercial remonte déjà à 1969, suivi par un accord de coopération en 1976. La Tunisie a été le premier pays de la Sud-Méditerranée à signer en 1995 un accord d'association qui continue à être le cadre juridique de référence de la coopération bilatérale. Et la Tunisie a été le premier partenaire sud-méditerranéen avec lequel une zone de libre-échange pour les produits industriels avec l'Union européenne est devenue effective dès 2008. Cette coopération ancienne et solide sur le plan économique et commercial aurait pu donner argument à la Tunisie pour prétendre accéder rapidement au statut avancé tel que proposé par la partie européenne dans le but de renforcer ses relations avec ses partenaires du voisinage sud. Mais la Tunisie, je simplifie, la Tunisie n'a pas pu accéder à ce statut en raison du blocage concernant le volet politique, nécessitant notamment le respect des droits de l'homme et des libertés publiques. Avec l'avènement de la Révolution, ce verrou a tout naturellement sauté, ouvrant la voie à la Tunisie et l'Union européenne pour transformer en profondeur les relations. La Révolution a jeté les jalons d'une ère de démocratie, d'état de droit et de respect des droits de l'homme. Ce sont ces valeurs partagées avec l'Union européenne qui motivent aujourd'hui l'aspiration de la Tunisie à hisser ses relations avec ses partenaires européens à un palier supérieur. Dans cet esprit, la première task force Tunisie-Union européenne qui s'est réunie à Tunis au mois de septembre dernier a retenu dans ses conclusions le partenariat privilégié comme statut devant qualifier les relations futures entre la Tunisie et l'Union européenne. Il s'agit d'un signal politique fort quant à la volonté partagée de construire des relations les plus étroites possibles. Je m'attarderai ici quelques instants pour présenter ce que nous entendons par partenariat privilégié, dont les contours seront bien évidemment précisés d'un commun accord avec la partie européenne. En tant que pays précurseur du printemps arabe, la Tunisie estime qu'elle peut se présenter désormais comme les pays du voisinage avec lequel l'Union européenne peut concrètement mettre en place ce type de partenariat, s'inscrivant dans la nouvelle stratégie incitative de l'Union européenne, fondée sur une plus grande différenciation et une logique de soutien aux pays qui vont plus loin et plus vite dans les réformes. Tout au long de la conférence d'aujourd'hui, l'accent sera mis sur la transition démocratique en Tunisie, mais il est une évidence. Le processus de transition
que nous vivons en Tunisie sera plus viable et aura des chances de réussir rapidement s'il est conforté par une amélioration de la situation économique et sociale. À juste titre, le commissaire Joulet affirmait récemment que, je le cite, relever les défis économiques sera la clé du succès de la transition démocratique dans les pays arabes. Or, l'année 2011 s'est soldée en Tunisie par un bilan sévère. La croissance est devenue négative, moins 1%. Le chômage s'est aggravé. Le déficit public s'est accentué. L'endettement a augmenté et le pouvoir d'achat a baissé. Le contexte est contraignant à la fois pour les autorités, les acteurs politiques et économiques, les partenaires sociaux et les citoyens. La Tunisie dispose de capacités réelles pour réaliser dans les prochaines années le progrès économique et social et dépasser les taux de croissance atteints avant la révolution, et ce, sur la base de choix de développement conformes aux aspirations des Tunisiens. Mais le court terme est très préoccupant et nécessite la mise en œuvre de solutions urgentes. À ce titre, nous continuons à considérer qu'un effort d'imagination devrait être entrepris de la part de l'Union européenne et de ses États membres pour soutenir davantage la vie. Je vous remercie. Et notre décision stratégique était claire. Il faut commencer par la Tunisie. Parce que c'est avec la Tunisie, avec le pays le plus proche de l'Europe, qu'on pourra vraiment vérifier que nos instruments, que nos stratégies sont correctes. Donc, on a proposé cette première task force au mois d'octobre dernier, juste 2-3 jours avant le début de la campagne électorale. Et cette task force avait 4 grands éléments. Elle s'est basée sur 3 grandes idées. La première, la construction d'une nouvelle relation entre la Tunisie et l'Union européenne. On a parlé d'une logique d'intégration. Avant, il y avait une limite politique, alors un rapprochement entre les pays de la Méditerranée et les pays européens. Donc, on disait des pays comme l'Islande, ou la Suisse, ou la Norvège peuvent s'approcher au maximum à l'Union européenne, même s'ils ne seront pas membres de l'Union européenne, parce que c'est des démocraties, il y a une homogénéité énorme entre ce pays et l'Union européenne. On ne pouvait pas dire la même chose des pays du Sud. Mais maintenant, quand il y a une démocratie au pays du Sud, probablement en Tunisie, on verra comment les choses vont évoluer dans les autres pays de la région. Il faut se poser la question, où sera la ligne? Et je pense qu'il faut être très ambitieux. Ici, au Parlement européen, j'ai beaucoup insisté sur cette idée. Il faut être très ambitieux. Donc, la première idée de cette task force, c'était construire une nouvelle relation entre la Tunisie et l'Union européenne, être ambitieux et voir les choses d'une perspective, d'une logique d'intégration. À mon avis, l'Union européenne ne peut pas, je le dis avant, être un observateur qui va dire bon, on ne va pas bouger, on va laisser que les choses évoluent. Et si à la fin nous aimons le résultat, on va s'impliquer. Et si nous n'aimons pas le résultat, on s'impliquera pas. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas une façon politique de voir les choses. On doit s'impliquer pour arriver à ces résultats positifs. Et c'est vrai que dans ces chemins, on va essayer de se donner cette opportunité et de donner cette opportunité aux régimes qui sont en pleine réforme et en mouvement. On verra des choses qui probablement se passent dans des transitions qui vont provoquer des débats économiques. C'est toujours comme ça dans les transitions.
J'aurais deux questions. La première à Monsieur l'ambassadeur. Comme vous l'avez rappelé, la Tunisie est le premier pays du sud de la Méditerranée à avoir signé un accord d'association en 1995. Alors 17 ans plus tard, on voit que nous n'avons toujours pas le statut avancé. Comme vous l'avez précisé sous Ben Ali, on nous a dit que c'était le problème des droits de l'homme qui bloquait, alors qu'on l'a quand même donné en 2008 au Maroc, qui à mon sens n'est pas un exemple de démocratie. Et alors que maintenant le Maroc est en train de négocier un nouveau cadre contractuel sous base de l'article 7 du traité de Lisbonne, nous n'avons toujours pas le statut avancé 1 an et demi après la révolution. Et donc la question que je me pose, est-ce que, parce que je prends l'exemple du Maroc qui a créé une ambassade ad hoc auprès des institutions européennes, donc un ambassadeur auprès de l'Union européenne, un ambassadeur auprès de la Belgique, quand je vois par exemple dans votre fonction d'être ambassadeur en Belgique, au Luxembourg auprès de l'Union européenne et au Luxembourg auprès de l'OTAN, est-ce que vous ne plaidez pas pour scinder l'ambassade et créer une ambassade? Et donc la question est aussi pour le représentant spécial, est-ce que pour vous ce ne serait pas plus facile d'avoir un interlocuteur qui s'occupe uniquement donc, du dossier européen? Et ma deuxième question, c'est pour le ministre d'État. J'aurais bien voulu avoir votre réaction par rapport aux dernières révélations du vice-président Demotte, qui était en mission en Tunisie il y a 2 jours, et qui, à son retour en Belgique, la première phrase qu'il a eue, il a dit « Nous restons vigilants ». Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle était où cette vigilance pendant 23 ans? Et deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas aussi que le peuple tunisien qui a su bien faire sa révolution tout seul sera plus à même d'être vigilant pour l'avenir de son pays? Merci. Je voudrais demander à M. Léon, notamment, sur les relations entre États membres et institutions européennes sur la question migratoire. On voit qu'il y a un accord Schengen qui est devant le Parlement européen pour sa révision, et que la question migratoire est au centre des débats et de plusieurs États membres. Est-ce qu'il y a une coordination? Non. Est-ce qu'on va vers un renforcement ou plutôt vers un cloisonnement? Le problème, M. Léon, n'est pas d'avoir soutenu ce que vous appelez une dictature. Le problème n'est pas d'avoir soutenu M. Ben Ali. Le problème est beaucoup plus structurel. Il est d'avoir mis en place un système qui favorisait ce type de dictature et de système autocratique, d'une part, et d'avoir mis en place un type de relation totalement déséquilibré entre l'Union européenne d'un côté et les pays de l'ensemble du sud de la Méditerranée. La relation qui s'est construite dans un cadre multilatéral pour l'Union européenne, mais en bilatéral avec les États du processus de Barcelone, a déjà été une énorme erreur. Et nous en payons le prix aujourd'hui. Le deuxième point, le deuxième mettant sur cette question, je pense qu'il est très important de remettre en cause et le processus de Barcelone et la politique de voisinage. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu... Ah pardon, ça ne marche pas. C'est bon, présent. Le micro fonctionne? C'est bon maintenant. Le deuxième point, c'est qu'en fait, dans le cadre de ce système qui s'est mis en place avec Barcelone, il y a eu une dérive vers les spécialisations. Personne n'a parlé de délocalisation et de leurs effets sur les sociétés du sud de la Méditerranée et notamment de la Tunisie, de la transformation d'un système économique tunisien au départ axé en grande partie sur la production et sur l'agriculture, vers le tourisme et les services. Et la crise que connaît la Tunisie aujourd'hui et que connaissent d'autres pays est l'une des conséquences de cette distorsion. Le troisième point, j'en ai encore juste un et demi, le troisième point, c'est le fait d'avoir abordé ces sociétés, non pas en tant que société, mais en tant que fragment de société. Et je pense que l'Union européenne, de ce point de vue, doit avoir désormais un autre regard sur la question. Les sociétés ne sont pas faites d'une addition de fragments. Il n'y a pas la société civile d'un côté, l'État de l'autre côté, les femmes d'un troisième côté, les enfants, les adolescents, etc. Il y a des sociétés qui sont des composantes dynamiques, très complexes, et il faut les aborder en tant que société. Et le dernier point, je terminerai sur cette question, ce que je crains aujourd'hui, c'est que si on ne fait pas ce type de regard critique, si on n'aborde pas toute cette période qui a mis en place le système actuel, ce que je crains, j'espère que non, mais ce que je vois, nous amène vers ceci, c'est une nouvelle satellisation des sociétés du sud de la Méditerranée, de nouveaux problèmes et de nouveaux déboires.
je suis Sama Benjouira, chargée des affaires de la femme et des affaires sociales de l'association ADD, Association pour la démocratie et le développement, et membre de l'équipe de communication à l'aide du parti CPR, Congrès pour la République. En fait, j'ai une petite question. Vous ne croyez pas qu'il faudrait mieux aider la Tunisie à récupérer son argent et ses richesses volées par les volontés Ben Ali, Trabelsi, Matrik, etc., au lieu de prêter de l'argent avec des intérêts à la Tunisie, des intérêts difficilement supportés par l'État et l'économie tunisienne, et surtout que c'est les simples citoyens tunisiens et toutes les générations d'avenir qui supporteront ça sur leur dos. Bon, c'est très. Merci beaucoup. Bon, pour M. Ayar et pour la migration, c'est une compétence, comme vous l'avez bien dit, des États membres, mais l'Union européenne a aussi une responsabilité. Donc, si vous regardez les conclusions de la task force, il y a un paragraphe où l'Union européenne dit aux États membres qu'il faut aller à une facilitation des types de voyage, c'est-à-dire à tous les voyageurs de bonne fille. Vous le savez, jusqu'au présent, on parlait des certains collectifs, des étudiants, des hommes d'affaires, des scientifiques, pour la facilitation de ça. Nous parlons dans les conclusions de la task force d'entamer les négociations qui sont déjà commencées pour ce nouveau partenariat de mobilité, là où la question d'Issel est plus, sous cette logique qui est de faciliter les titres de voyage à tout voyageur pour la vie. Bon. Je pense que c'est une déclaration de principe importante. Concernant l'analyse de Barcelone, je suis tout à fait d'accord. Il faut aborder l'analyse de tous ces instruments qui sont passés pour réussir à faire. Tout à fait d'accord. Je pense que votre diagnostic, votre analyse, ce que je voudrais également insister sur une idée. L'Union européenne et les États européens n'ont pas tout fait d'une façon négative, erronée. On a énormément d'expériences positives. Énormément, oui. J'appartenais à un gouvernement jusqu'à ma nomination où le Premier ministre avait toujours refusé de rencontrer M. Ben Ali. Je vous parle du Premier ministre espagnol, M. Zapatero. Il avait refusé de rencontrer M. Ben Ali. Il y a une seule occasion, dans une réunion multilatérale, ils s'étaient croisés. Mais on avait un mécanisme qui s'appelle réunion de haut niveau entre l'Espagne et la Tunisie, et on n'avait pas organisé ces réunions à haut niveau pour ne pas avoir ce contact. Quand l'Espagne a organisé les groupes de l'Alliance des civilisations, on a proposé comme représentant de la Tunisie Mohamed Chafi. L'Espagne, pas l'Union européenne. Non, mais l'Espagne est un cas, il y a d'autres, c'est-à-dire, et chez les institutions européennes, il y avait beaucoup de membres du Parlement, beaucoup de personnes dans les institutions européennes qui avaient aussi cette perspective. C'est-à-dire, il faut ne pas nier ce qui a été fait de façon erronée, les expériences négatives, mais il ne faut pas dire que tout ce qu'on a fait, tout ce que l'Europe a fait, on évoquait récemment avec Kamel Gendoubi, vous avez parlé de Barcelone, Kamel Gendoubi m'exprimait dans une de nos conversations comment il a présenté la société civile dans certaines réunions du processus de Barcelone, et il a eu l'occasion de s'exprimer en représentation de la société civile tunisienne. Donc, il y a des expériences négatives pour lesquelles il faut faire un bon diagnostic, une bonne analyse. Je partage votre perspective, mais il faut aussi utiliser les expériences positives et construire une nouvelle relation. Donc, et là, pour cet exercice, il faut impliquer tous les acteurs, au sud et au nord. Et au nord, les acteurs officiels, mais aussi les acteurs des universités, comme vous, de la société civile, pour que maintenant nous soyons capables de faire quelque chose
plus efficace. Et finalement, pour rapidement, pour le partenariat stratégique, c'est déjà l'objectif économique de la construction de la transport. Nous travaillons sur cette logique. Par contre, pour le schéma régional, je pense que nous sommes face à une période où les relations seront plutôt asymétriques. Le principe de conditionnalité, le principe de simplifier davantage le pays qui va plus rapidement vers la démocratie fera que les relations seront asymétriques, même si on va continuer à travailler sur un chemin régional. C'est ce chemin régional par la manque d'homogénéité politique actuellement en Méditerranée aura des difficultés. Pour la représentante du CPR, le premier élément qu'on a mis dans la task force ici, c'est la récupération de la voie. Ce n'est pas une compétence de l'Union européenne, c'est une compétence des États membres, et une compétence complexe parce que ça appartient au judiciaire, d'un côté, c'est le juge qui doit prendre des décisions sur le compte marqué sur certaines propriétés, qui appartient au parlement des différents États membres et au ministère des Finances. Ces trois institutions, le judiciaire, les finances et les banques centrales, ont des compétences sur la question de la récupération des avoirs. Qu'est-ce qu'on a fait à partir de l'Union européenne? On a proposé un schéma de coordination pour faciliter le travail et la récupération des avoirs, parce que les expériences historiques que nous avons ne sont pas très encourageantes. Par exemple, Philippines a eu besoin de 15 ans pour récupérer tous les avoirs. Donc, on espère que dans cette ère de la technologie, de l'Internet, du computer, on pourra aller beaucoup plus vite. On a invité la Suisse à la task force ici, parce que nous pensons que partie importante des avoirs tunisiens sont passés à travers la Suisse, et la Suisse est impliquée avec nous, avec l'Union européenne, pour ce travail de coordination. Et actuellement, nous travaillons sur deux vidéos. La première, un séminaire de coordination où tous les États membres et la Suisse et la Tunisie vont faire ce travail. Ça se fera dans les prochaines semaines pour essayer de trouver des formules pour accélérer le processus. Et l'autre, la voie des experts européens pour travailler dans la Banque centrale tunisienne, ce que j'ai évoqué avec M. Nabli, le gouverneur, il y a quelques jours en Tunisie, pour travailler dans la Banque centrale tunisienne pour accélérer au maximum